Hello hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Audacieusement moi. J'espère que vous allez bien cette nouvelle semaine. Moi, pour vous dire un petit peu, encore une fois, vous avez dû le remarquer pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas d'épisode filmé cette semaine pour une raison très simple. C'est que je ne suis pas en capacité physique à filmer pour un peu vous expliquer sans donner trop de détails. En gros, j'ai tout le côté gauche qui a des attelles, voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher d'essayer de créer du contenu et de faire des épisodes. Donc, ça veut dire que les prochains épisodes, soyez-en sûrs, il va pas y avoir de vidéo, car je vais essayer d'enregistrer un maximum afin de prendre de l'avance, vu qu'on a changé le rythme maintenant, que c'est un épisode une semaine sur deux. Donc j'espère que ce rythme vous plaît. J'ai eu quelques retours de mon dernier épisode qui était hyper positif, donc je suis ravie. Je suis très heureuse que vous ayez pris ce virage avec moi et qu'on puisse continuer à avancer dans cette aventure qui est tout simplement trop cool. Mais bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet, je pense qu'au titre de l'épisode vous aurez tous compris. J'avais envie de faire un petit récap de mes 9 derniers mois professionnels parce que je pense que ça vaut le détour, d'autant plus que j'ai découvert un nouveau métier et il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus, que ça soit positif ou bien négatif. Petit disclaimer, dans cet épisode je prends à la fois mon expérience mais aussi celle de mon entourage et aussi de témoignages que j'ai pu récupérer ou voir sur les réseaux sociaux qui travaillent dans le même domaine que moi afin d'apporter plus de contenu à ce sujet-là et aussi pour qu'on puisse avoir une vision plus globale des choses afin de vraiment chacun pouvoir se faire son propre avis sur la question. Pour commencer, j'avais envie de démarrer avec un petit récap de mon parcours pro/scolaire, car de base, la vente, c'est quelque chose que je côtoyais de loin, mais qui n'était pas vraiment du tout prévu que ça soit mon job principal. Mais pour vous la faire courte, dans mon ancienne expérience pro où j'étais en CDI, on a décidé avec mon patron de mettre fin à mon contrat parce que ça se passait pas très bien pour plein de raisons différentes, qui fait que je ne peux pas en dire plus, d'autant qu'il y a une clause de confidentialité, ce qui est totalement normal sur certains contrats de travail et que même moi j'ai pas envie de trop en parler. Mais du coup du jour au lendemain je me suis retrouvée avec pas de taf, des factures à payer et il fallait que je retrouve très très vite un travail. Du coup j'ai écumé tous les sites de recrutement pour trouver un job en communication ou en marketing, mais rien du tout. Du coup je me suis dit pourquoi pas tenter la vente, car j'avais un peu fait avant mais c'était vachement léger. Et comme je voulais rester dans mon domaine que j'aimais beaucoup qui était la food, car j'ai eu beaucoup d'expérience là-dedans et que je trouve que c'est un domaine, une activité qui est hyper intéressante pour plein et diverses raisons que peut-être j'évoquerai dans un autre épisode qui pourrait être super cool. Du coup je me disais que c'était peut-être le bon compromis de faire à la fois de la vente dans la food pour rester dans ce domaine-là si jamais un jour j'arrivais à retrouver un taf dans ce domaine-là mais plus lié à ce que moi je sais faire, le marketing et la communication, ou d'entrer dans une boîte en étant par exemple vendeuse et ensuite gravir les échelons pour atteindre ces niveaux-là parce qu'en soi c'est pas impossible. Et après quelques heures et quelques jours à passer sur ces sites, j'ai vu une annonce qui était celle de mon poste actuel, qui était plutôt cool, car il y avait noté possibilité d'évolution dans des domaines autres que la vente de l'entreprise. Et du coup, j'ai postulé. Et genre 10 minutes après, j'ai la personne qui est en charge du recrutement qui m'a appelé. Du coup, on a parlé, on a évoqué différentes choses et tout. Ensuite, j'ai été conviée à un entretien. Et 1 ou 2 semaines après, ils m'ont validé en disant c'est bon, on vous prend. Et du coup, moi, j'étais très rassurée parce que je finissais mon contrat le jour même que je démarrais mon nouveau contrat. Donc, j'avais pas du tout de perte de salaire comme j'avais pu avoir avant avec un mois de chômage où c'était l'enfer. Donc là, c'était plutôt bien. J'étais super contente. Et du coup, depuis septembre 2024, je suis vendeuse dans cette entreprise. Ce qui m'a poussée à faire cet épisode aussi, c'est dû au fait que j'ai vu sur TikTok plein de gens parler des avantages et des inconvénients de travailler en vente. Et je suis totalement d'accord avec eux parce qu'il y a beaucoup de choses à parler des différents avantages et inconvénients qu'on a dans ce genre de métier qui, je trouve, sont souvent sous-estimés. Les vendeurs sont souvent la petite main, qu'on traite pas forcément de la meilleure des manières et j'avais envie un petit peu de remettre du beurre dans les épinards sur ce métier-là et surtout pour les personnes qui ont peut-être envie de faire de la vente mais se sentent pas d'y aller parce que, je sais pas, ils ont honte ou qu'il y a des a priori sur ce métier-là, faut réussir à s'en affranchir parce que il y a plein de monde aujourd'hui qui fait ce travail-là, d'autant plus que beaucoup de gens ont tendance à dire que être vendeur c'est genre le métier facile parce qu'aujourd'hui la vente ça s'apprend
vraiment sur le terrain. En soi, je suis d'accord. Et en même temps, c'est pas un métier évident parce que, comme je vais les citer juste après, il y a vraiment beaucoup, mais beaucoup d'inconvénients qui font qu'on se pose quand même pas mal de questions de savoir si oui ou non on veut travailler en tant que vendeur, surtout si on veut travailler dans cette boîte-là, avec ces missions-là, la balance entre tout ça, quoi. Donc, on va d'abord commencer par les avantages car ils sont moins nombreux mais assez conséquents pour ma part, je trouve. La première chose que j'ai notée pour moi en avantage, c'est que tu es en week-end décalé. C'est vrai qu'avant, quand je travaillais dans des fonctions, on va dire office, t'avais un peu cet inconvénient que tes week-ends c'est le samedi et dimanche. Donc en soi, c'est bien parce que t'es en week-end comme tout le monde, mais en même temps, si t'as envie de partir en vacances, t'as envie de partir en week-end à droite à gauche, en fait, tu te retrouves comme tout le monde à partir au même moment. Les prix sont hyper élevés et franchement c'est pas cool. Et depuis que je travaille en vente, je me suis rendu compte que j'étais en week-end du lundi au mercredi, ce qui est un avantage mais énorme parce que en soi j'ai du temps pour moi. Je peux partir du coup en week-end par exemple voir ma famille qui eux-mêmes sont commerçants donc sont aussi en week-end décalé. Je peux me faire des week-ends à droite à gauche. Ça me coûte 4 fois moins cher que si je partais un vendredi soir, samedi, dimanche. Et franchement c'est grave cool. Et surtout le plus gros avantage que je vois là-dedans c'est par exemple quand tu prends tes rendez-vous médicaux. Moi, je sais que ça m'arrive que j'ai besoin d'aller chez le kiné ou même quand je vais voir ma psy, d'y aller le week-end, ça me coûte plus cher parce que c'est pas les mêmes horaires. Que là, en fait, j'ai juste à prendre un rendez-vous un lundi, un mardi ou un mercredi et je paye un prix, on va dire, moins élevé et franchement, c'est grave cool. Et je pense que dans ma liste, ça doit être le plus gros avantage que j'ai noté. Le reste cool, mais c'est pas aussi hype que celui-là. En deuxième point, bon, je te l'ai un petit peu teasé dans le premier, mais c'est du coup, j'ai 3 jours de week-end. Ça, c'est très spécifique à moi. J'ai pu m'organiser avec mon patron pour qu'on ait 3 jours de week-end, ce qui fait qu'on bosse sur 4 jours pour faire 35 heures. C'est un avantage aussi parce que moi, je me rends compte que du coup, en 3 jours, j'ai plus le temps de me poser, j'ai plus le temps de faire plein de choses. Et franchement, c'est bien parce que j'ai cette sensation où justement la balance vie-travail se fait mieux parce que en fait, tu fais tes horaires sur 4 jours, certes c'est plus conséquent, c'est plus lourd, c'est plus dur, mais t'as quand même cet avantage de... Ensuite, t'es quand même 3 jours à la maison, tu peux faire ce que tu veux, tu peux partir où tu veux encore une fois, c'est vraiment l'avantage d'être un petit peu plus libre sur ton temps personnel, ce que je trouve que tu n'es pas forcément quand tu as que 2 jours de congé. Ensuite, en autre avantage, j'avais noté les horaires de travail parce que je me suis rendu compte qu'avec mon entourage, ça peut être hyper avantageux par exemple de travailler très tôt le matin mais tu finis tôt l'après-midi ou tu commences tard dans la journée pour finir tard. Ça dépend ton rythme, ça dépend tes besoins. Mais c'est vrai que c'est aussi un avantage de, par exemple, si t'habites loin, de commencer tard ou... je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve que d'avoir quand même des horaires qui sont en décalé, c'est bien aussi parce que, par exemple, dans le métro, tu te tapes pas tout le monde à genre 8h le matin et à 17h. Toi, si tu démarres à 14h, t'es dans les transports vers 13h, midi. Y a pas grand monde, quoi, franchement, et c'est hyper agréable. Ensuite, le quatrième, c'est les habitudes de travail, dans le sens où moi j'ai remarqué que au début, quand j'avais commencé, mes habitudes elles étaient pas encore nettes et précises, je mettais du temps à faire les choses et tout, et que là au bout de 9 mois, il y a des choses elles sont faites en 2 secondes, c'est génial, je vais beaucoup plus vite et c'est agréable en fait d'aller beaucoup plus vite, de faire les choses bien et correctement et de se dire c'est bon, ça je sais que je peux le faire en 3 minutes, ça me pose aucun souci, donc no stress. En cinquième point, j'ai noté la maîtrise. Alors pourquoi ? Parce que je trouve ça hyper intéressant et forcément c'est l'objectif aussi quand t'es dans un travail, c'est de gagner de l'expérience, c'est de s'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses et c'est vrai que moi durant les 6 premiers mois j'ai appris plein de choses. La gestion d'une caisse, la gestion d'une boutique, la résolution de problèmes, la mise en place de choses et d'autres, que ça soit en termes de stock, en termes de packaging, en termes de relationnel. Et en fait c'est vachement bien parce que en soi j'ai que 24 ans, je sais que professionnellement parlant je vais passer par plein d'autres choses et avec ça en fait je rajoute des cordes à mon arc de compétences et d'appétences et je trouve ça trop cool. Après c'est vrai que ça j'en parlerai après dans les inconvénients, mais une fois que t'as maîtrisé, tu peux te perfectionner, mais à un moment donné je pense que ça s'arrête à un certain stade pour certaines compétences. En sixième point, je pense que déjà c'est genre mon deuxième point préféré après
les week-ends en décalé, c'est que tu peux te créer une clientèle assez cool. Genre, moi où je travaille, j'ai cette chance d'avoir, on va dire, une quinzaine de clients différents avec qui j'ai pu créer un lien, mais qui est trop bien, qui est trop sympa. Après, ça reste très professionnel, bien sûr, hein. Mais où tu as cette possibilité de discuter avec les clients, où les sujets vont un petit peu plus loin. Tu sais que toi, tu rentres aussi dans leur quotidien, donc ils sont contents de te voir. Les questions sont réelles, c'est sincère. Enfin, moi j'adore parce que je trouve que c'est là aussi l'enjeu de la vente, où c'est cool de pouvoir créer ce lien-là, et même après, où pour toi en tant que vendeur, c'est plus facile de vendre justement le produit parce que tu gagnes en fait la confiance des clients qui sont en face de toi, et aussi tu as cette expertise-là auprès des produits que tu vends, donc tu peux un peu plus, encore mieux cibler les besoins et les envies du client que tu as en face de toi. Surtout si tu connais ses habitudes, un petit peu plus de sa vie privée, ça t'aide forcément, surtout dans certains domaines de vente. Après, ça va dépendre aussi de la spécificité que tu vas avoir. Je pense que sur certaines choses, t'as pas besoin d'en savoir autant sur la vie de tes clients pour pouvoir leur vendre quelque chose. Et enfin, le 7e et dernier point positif que je trouve cool, c'est que tu n'as jamais les mêmes journées. Alors ça, c'est un peu quitte ou double, dans le sens où au début, c'était trop bien parce que j'avais des grosses journées, mais c'était jamais les mêmes problématiques. T'avais des clients qui venaient pour X ou Y truc, et le lendemain, c'était totalement différent, et c'était vachement bien. Du coup, tes journées, elles passent super vite, tu réponds à plein de problématiques différentes, qu'elles soient auprès de tes employeurs, mais auprès de la clientèle, ou aussi de toi-même, de dire bon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu t'organises correctement, tu peux mettre en place des choses pour mieux vendre tes produits encore derrière. Et aussi, ça va dépendre par exemple du temps qu'il va faire, de l'influence, s'il y a des événements autour, mais aussi de la location de ta boutique, parce que même ça influence. Et c'est vrai que quand t'as du monde tout au long de la journée, ou limite t'as même pas le temps de prendre une pause déj, ça fait trop plaisir. Et franchement, moi il y a que des journées comme ça que j'aime quand ça bouge, que c'est hyper dynamique, que j'ai pas le temps de me poser, que limite j'ai pas le temps de boire un verre d'eau parce que ça n'arrête pas et qu'il faut enchaîner. Ça, c'est vraiment les meilleures journées. Ensuite, passons à la partie la plus croustillante, c'est-à-dire les points négatifs d'être vendeur. Bon, je préfère vous prévenir, vous allez être face à une Sacha négative, à une Sacha très aigrie, parce qu'elle en a marre de certaines situations qui vont être évoquées là-dedans, que j'ai vécues moi-même, que certaines personnes de mon entourage a pu vivre, ou même certaines personnes ont pu évoquer, que ça soit sur les réseaux sociaux, qui est tout juste inhumaine. Donc voilà, cette partie va être beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante, et vous allez le sentir peut-être dans ma voix que je vais être beaucoup plus saoulée, beaucoup plus énervée, mais en soi c'est normal. On a toujours plus de choses à dire quand c'est négatif, et ça nous prend toujours plus à cœur parce que c'est quelque chose qui nous dérange et qui nous plaît pas, donc forcément, moi personnellement j'y mets beaucoup plus de cœur. Le premier point que j'ai noté en négatif, c'est que tu passes les 3/4 de ta journée debout, limite tu pries qu'il n'y ait plus personne pour aller t'asseoir quelques minutes. Alors ça c'est un point que je connais depuis que je suis toute petite, comme mes parents sont commerçants. Et c'est vrai que quand on partait en vacances, ça nous arrivait de passer devant des boutiques et de voir des vendeurs qui étaient assis. Et je me souviens que ça soit mes parents ou même mes grands-parents de faire la réflexion: non mais c'est pas sérieux, des vendeurs assis dans une boutique, ça donne pas envie. Alors, de 1, je suis d'accord. De 2, pour l'avoir vécu, maintenant je suis beaucoup plus gentille avec cet aspect-là, où même pour moi il est caduque, parce qu'en fait, quand t'es toute seule ou pas dans une boutique, où tu passes ta journée debout, à ranger, à mettre des trucs en place, ou même à attendre les clients, à un moment donné ton corps il peut plus. Il est fatigué, tu peux avoir passé une sale nuit, tu peux avoir passé une journée la veille qui était hyper longue. Enfin, il y a plein de raisons qui font que ton corps, à un moment donné, c'est compliqué pour lui. D'autant plus que je suis pas sûre qu'au niveau santé, ça soit bon de rester debout pendant 10 heures, limite à piétiner et pas marcher. Je viens de trouver une petite étude sur Google qui est assez intéressante, qui date du 15 septembre 2022, qui parle justement de la position debout prolongée. Du coup, je vais vous lire une petite partie pour qu'on puisse voir ensemble, qu'ils vont dire si c'est positif ou non. Qu'est-ce que la position debout prolongée? Selon un rapport de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, la position debout prolongée peut être définie comme le maintien de la position debout en continu pendant plus d'1 heure, ou de la position debout pendant plus de 4 heures par jour. Dans de nombreuses professions, les employés sont confrontés à ce mode de travail, pour des questions pratiques directement liées à leurs tâches, mais aussi d'image. C'est notamment le cas d'emplois liés au secteur des services ou secteur industriel comme le travail à la chaîne.
D'après une étude de la DARES effectuée en 2020, c'est près de la moitié des salariés, 48,7% pour être exact, qui annoncent passer près de la majeure partie de son travail debout. Dans la 5e enquête européenne sur les conditions de travail de 2010, 69% des travailleurs avaient quant à eux déclaré passer au moins 25% de leur temps en position debout ou à marcher. Bien qu'elle n'engendre pas de blessures traumatiques, rester debout toute la journée a des conséquences sur la santé. Lorsque le travailleur n'a pas la possibilité d'alterner avec d'autres postures et qu'il doit maintenir cette position quotidiennement pendant une trop longue durée, la première conséquence est sans aucun doute les troubles musculo-squelettiques, TMS, à savoir des affections de structures corporelles telles que les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments, les nerfs, les os et le système vasculaire local. Mais elle a également des effets d'autre nature, parmi lesquels ils peuvent citer donc les douleurs et les troubles au niveau des jambes, des genoux, des chevilles et des pieds, la lombalgie, l'hypertension artérielle, la circulation sanguine réduite, la maladie cardiaque, les varices, la fatigue et les problèmes pendant la grossesse. Donc en gros, il y a plein de soucis. De rester debout pendant des heures, c'est un problème, mais selon le code du travail, il faut aménager les postes en fonction, promouvoir la diversité de postures, mais on va pas se mentir, c'est pas souvent le cas, surtout dans des métiers tels que la vente, c'est compliqué, on n'a pas forcément cette possibilité-là ou forcément les outils nécessaires pour pouvoir améliorer cette situation, et puis même des fois c'est le travail qui impose ces positions-là, ces postures-là, et on n'a pas le choix. Mais bon, c'est vrai que moi, c'est un truc dont j'avais pas conscience avant de travailler en vente, mais rester debout toute la journée, je peux vous assurer que c'est un enfer. Et même pour vous dire, j'ai fait un samedi il y a pas très longtemps où je bossais de 9h à 17h30. J'ai pas pris ma pause déj parce qu'il y avait trop de monde. J'ai été debout toute la journée, j'ai même pas pu m'asseoir. Le soir, j'avais le concert de Dua Lipa avec ma mère. Je vais pas vous mentir, mais comment j'avais mal aux jambes. Je ne tenais plus debout. J'avais l'impression que mes jambes étaient devenues du plomb et que rien que faire un pas me demandait mais une force inhumaine. Donc vraiment, la prochaine fois, s'il vous plaît, aux personnes qui ne travaillent pas dans la vente, ayez cette image en tête de vous dire que les vendeurs, s'ils s'assoient, c'est pas par fainéantise, c'est parce que il faut que le corps puisse supporter les efforts qui sont liés à ce métier-là. Je sais que je peux paraître un petit peu pick me en disant ça, mais vraiment, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir cette image des gens qui sont assis en boutique, que c'est des feignants, c'est pas le cas. Moi, je suis la première que dès que j'ai un petit moment, surtout quand il y a personne, que je peux aller m'asseoir pour me reposer, entre parenthèses me reposer parce que bien sûr je fais d'autres choses en même temps, ça fait du bien quoi. Même en fait s'asseoir 5 minutes, ça résout pas les 4 heures que tu viens de passer debout à servir ta clientèle en fait. Ensuite, en deuxième point, j'ai noté que tu peux passer des journées où tu attends les clients. Et ça c'est vrai. Moi je l'ai expérimenté là pendant 1 ou 2 semaines où pratiquement tous les jours j'avais 4 clients qui se battaient en duel pour entrer dans la boutique, quoi, c'est tout. Et c'est long. Je déteste ces journées-là et je pense que je suis loin d'être la seule, mais on peut rien y faire dans tous les cas. On peut pas forcer les gens à rentrer dans les boutiques et acheter nos produits, mais c'est vrai que c'est horrible. Surtout quand tu attends, que tu vois les gens à travers la vitrine qui te font des sourires et que tu dis ouais, ils vont rentrer. Et en fait, non, ils rentrent même pas. C'est long. C'est très très long. Ça, je pense que c'est un des points qui m'énerve le plus dans ce métier-là, c'est de attendre. Et je suis pas quelqu'un de patiente du tout, donc c'est compliqué, mais pour essayer d'en tirer un peu de positif, ça me permet d'apprendre la patience et de savoir aussi m'occuper différemment quand y a personne, parce que forcément dans une boutique, t'as toujours plein de choses à faire. Le troisième point que j'ai noté, c'est que ta pause déjeuner, des fois, elle n'existe pas. Et c'est vrai, sur les grosses journées comme le samedi ou même le dimanche, là où tu sais qu'il va y avoir beaucoup de monde, où tu peux avoir des collègues qui sont avec toi, mais des fois vous êtes que 2 et il y a besoin d'être 2 en boutique pour pouvoir faire avancer les choses, ta pause déj, elle se sucre. Ou t'es en train de manger entre 2 clients, ou tu prends une gorgée d'eau entre 2 paiements pour pouvoir quand même ne pas tomber dans les pommes parce que c'est un fait. Et ça, c'est un point qui, moi, à la longue, commence à être un petit peu fatigant, d'autant plus que c'est dans le code du travail. Tu es censé avoir une pause, qu'elle soit de 15, 45 ou 1 heure. Donc je trouve que c'est un point qui est compliqué à des fois tenir ou mettre en place par les employeurs, et je rejette pas forcément la faute que sur les employeurs. Moi je suis salariée et au début quand j'ai commencé mon taf, quand je prenais pas ma pause, c'était pas très grave. J'allais pas faire un caca nerveux. C'est parce qu'il y avait du boulot et au moins je m'occupais quoi. Mais c'est vrai que quand t'es une personne qui déjeune pas le matin, de pas pouvoir manger vers midi 13h, c'est un peu chaud quoi. Ou des fois t'es obligé de prendre ta pause, il est 18h et t'es en mode ouais mais moi dans 3h30 je suis chez moi, je fais à manger donc
Est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas? Telle est la question. En quatrième point, j'ai noté tu fais des horaires de malade en plus des heures sup qui ne sont pas rémunérées mais récupérées. Alors ça, je sais pas si c'est le cas partout, mais dans les personnes que j'ai sondées, c'est généralement le cas où en fait en vente, ça arrive très fréquemment que s'il y a un rush au moment où t'es censé partir et si t'es pas un bâtard, tu laisses pas ton collègue dans la merde, en fait tu restes pour l'aider. Et des fois, t'as 5 minutes ou 10 minutes ou même des fois 2 heures ou plus où en fait tu travailles, entre parenthèses, gratis. Parce que soit ton employeur le prend pas en compte, et ça c'est pas normal, soit en fait il te dit si c'est pris en compte mais c'est dans tes heures de récupération, donc des fois t'es en mode super, alors que tu préfères être rémunéré. Alors que dans d'autres entreprises, je sais que la rémunération en heures supplémentaires est totalement possible et franchement c'est cool parce que des fois ça t'aide à faire tes fins de mois et d'autant plus que moi je suis la première où j'aime beaucoup avoir de repos, d'autant plus depuis que je suis en vente, mais c'est vrai qu'avant quand je faisais des heures de bureau, je finissais à 18h mais si je finissais à 20h ça me faisait 2 heures d'heures sup et moi j'aurais préféré large à l'époque être payée que d'être récupérée quoi, parce que je trouvais que c'était plus simple et même pour moi c'était plus avantageux. Le cinquième point, il fait un petit peu écho au premier point que je vous ai fait en termes d'avantages, qui est que tu travailles les week-ends et aussi les jours fériés. Alors ça c'est un point. Pour en parler concrètement, quand je me suis dit allez vas-y pars en vente, j'avais pas pensé aux jours fériés. Je pensais pas que je pouvais forcément travailler, je sais pas pourquoi. J'avais pas cet aspect-là en tête et je pense que c'est un peu une erreur de ma part, qui aujourd'hui me pose problème et en même temps me pose pas de problème parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été éduquée où dans ma famille on travaillait les jours fériés, on travaillait pendant les vacances, on travaillait les week-ends et en soi c'est ok. Donc j'ai plus ou moins m'y habitué et aujourd'hui ça me va, sauf quand c'est Noël. Ça c'est un point que j'ai un peu de mal à accepter, dans le sens où des fois t'es en boutique, quel que soit le domaine, et tu vois qu'on est le 24 décembre et que tes patrons te demandent de finir à 20h. Et ça, moi je suis désolée, mais je trouve pas ça ok. Tu vas pas me dire que t'as des gens qui vont venir acheter quel que soit le produit, hein. Que ça soit de l'alimentaire, du vêtement, de la déco, de la papeterie, que sais-je. Tu vas pas me dire qu'ils vont venir à 19h quoi. Enfin, puis même, c'est au patron, je trouve, d'être un petit peu humain là-dessus. De se dire, Noël c'est quand même en famille. Et de se dire, ok, au pire on ouvre jusqu'à midi. Et à 13h vous êtes libre pour aller où vous voulez pour fêter Noël quoi. Ou faire les fêtes de fin d'année. Tout dépend... votre religion, votre culture, tout ce qui va avec. Mais je m'en suis bien rendu compte, moi j'ai eu cette chance, c'est qu'à Noël, j'ai pu demander à mon employeur d'être du matin et de ne pas en fait être là l'après-midi ou de dire voilà j'ai un train à telle heure, est-ce que je peux le prendre pour aller fêter des Noëls dans ma famille parce que sinon j'étais solo quoi et moi j'aime pas ça et puis Noël c'est ma fête préférée, j'adore être avec ma famille pour faire ça donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, je trouve que d'autant plus t'as pas forcément 2 jours après, t'as que le 25 qui est férié, mais ça veut dire que t'es obligé de repartir le 25 au soir, un peu chiant quoi. Mais c'est tout à fait faisable et en soi c'est ok, mis à part pour Noël que j'aimerais bien qu'on change un peu les choses, mais bon, bref, c'est pas moi qui vais réinventer la loi. Le 6e point que j'ai noté, c'est assez personnel, c'est un constat que j'ai fait. Je trouve que notre corps fatigue beaucoup plus vite que quand t'es dans un métier de bureau. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça faisait 5 ans que j'étais en alternance, que je bossais où j'étais à l'école, donc forcément, toute la journée, j'étais toujours assise derrière un bureau avec mon ordinateur. Forcément, t'as des douleurs qui peuvent être liées à ça, mais tu te fatigues beaucoup moins, tu t'économises vachement. Donc c'est vrai que quand j'ai fait le virage en une journée, de passer d'un bureau pendant 7 heures à être debout pendant 7 à 10 heures, mon corps il a pas assumé hein. Et même encore aujourd'hui il a du mal hein. Je suis obligée d'aller chez le kiné souvent pour atténuer les douleurs parce que forcément quand t'es debout c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein. Y a plein de douleurs que j'ai citées et c'est fatigant et même au niveau de la tête et tout je trouve beaucoup plus de responsabilité bizarrement que quand t'es dans un bureau parce que des fois t'es enfermé, tu parles à personne, que là quand t'es en boutique, au-delà de faire ton métier de vendeur, t'as le ménage à faire, les rangements, porter des fois les stocks qui sont arrivés, donc ça fait quand même beaucoup de choses quoi. Alors là, on va parler de mon point, on va dire, préféré et en même temps détesté du côté négatif de la vente, c'est que tu peux te faire traiter comme de la merde, mais vraiment genre t'as certains clients qui te parlent comme si tu étais leur chien et en plus sans remords. Alors pour moi, c'est un gros problème, je ne vais pas mentir. J'en ai ras-le-bol aujourd'hui et ça fait 9 mois. Mais vraiment, c'est, je pense, l'un des points qui pourrait me faire quitter la vente et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais les gens, là je parle à vous tous, d'où vous venez, de la culture que vous venez,
du niveau salarial que vous avez, du niveau de vie que vous avez, arrêtez de traiter les vendeurs pour de la merde. Que ça soit chez Zara, que ça soit dans une boulangerie, que ça soit dans un truc d'assurance, que sais-je, les vendeurs, vous arrêtez de les traiter comme de la merde. Ça commence déjà par la politesse. Moi, je me suis jamais rendu compte autant qu'aujourd'hui le nombre de personnes qui sont impolies. Moi, il y a des gens qui rentrent dans la boutique, ils me regardent droit dans les yeux, ils me disent pas bonjour. C'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce qu'on a manqué dans ton éducation pour pas que tu me dises bonjour? C'est quand même simple. Moi, j'ai des enfants qui viennent tous les jours à la boutique qui disent bonjour madame. Au revoir madame. C'est simple, un enfant de 3 ans sait le faire. Alors pourquoi une personne qui a 40 ans, une personne qui a 60 ans, une personne qui a un sac Kelly, une personne qui n'a rien de tout ça, mais une personne lambda ne sait pas dire bonjour, ne sait pas dire merci? La bienveillance, la gentillesse, la courtoisie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'acquiert. Si tu ne sais pas faire, tu apprends. Et moi je vous jure que le nombre de fois où j'ai des gens qui ne m'ont pas dit bonjour ou qui ne m'ont pas dit merci ou qui me regardent droit dans les yeux et qu'ils attendent que ça soit moi qui dise bonjour ou que je dise merci alors que j'étais peut-être occupée en train de faire autre chose, je vous jure que ça me gave. Le pire, je crois, j'ai dû le vivre la semaine dernière ou encore la semaine d'avant. J'étais en train de faire du ménage à l'arrière et tout, et la porte était ouverte. Et quand la porte est ouverte, forcément, moi, j'entends pas les gens rentrer. J'étais en train de faire mon truc, je check toutes les, 5 à 10 secondes si quelqu'un rentre dans la boutique. Là, j'étais en train de checker un truc ou en train de lire, je sais plus quoi, pour justement, en fait, pas faire de bêtises. Et en fait, moi, du coup, je continue mon truc. Je vois qu'il y a personne qui rentre. Et là, j'entends, en fait, une personne qui souffle et qui fait vraiment le service dans cette boutique, c'est de la merde. Et là, j'arrive, je fais bonjour madame. Elle fait j'attends quand même depuis 5 minutes. Je fais excusez-moi madame, je vous ai pas vu et de l'angle où je suis, je voyais pas que vous étiez dans la boutique. Je fais rien ne vous empêchait si vous m'avez vu de refaire un signalement vocal pour que je puisse vous servir. Elle a fait mais c'est pas à moi de me déplacer pour vous en fait. C'est à vous de me servir. Je suis tombée sur le cul. J'ai rien dit parce que franchement flemme. Mais je vous jure que j'en ai marre et j'en ai vécu des trucs comme ça et j'en vis encore aujourd'hui qui sont abominables, que ça vienne de vieilles personnes ou pas. Mais je trouve que les vieux ont un niveau de méchanceté, de cruauté qui est quand même hyper impressionnant. Pour vous dire, c'était pas dans mon expérience actuelle, mais on m'a déjà craché un aliment à la bouche parce que c'était froid. On m'a traité de petite conne et d'incompétente parce que je ne servais pas ce que la personne voulait alors que c'était la même chose. Ou même des gens qui rentrent dans la boutique, qui regardent tout et qui se barrent, qui vous disent pas merci, qui vous disent pas au revoir. Enfin en fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez des humains avec des émotions et des sentiments en face de vous, que peut-être qu'ils ont passé une sale journée pour X ou Y raison et qu'ils ramènent pas ça au travail, mais que la réaction que vous apportez, ça leur brise les nerfs, ça fait qu'ils ont qu'une envie, c'est de chialer. Franchement, c'est fatigant, parce que des fois, déjà que tu passes pas une bonne journée ou que t'as une pression parce que t'as des chiffres à atteindre et que tu tapes que des cons sur ta journée, comment tu veux faire en fait? C'est abominable. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont très sympas dans le lot. Et ça fait plaisir. Mais les gens méchants, les gens qui cherchent la petite bête, alors que, vous voyez que la personne en face de vous, elle essaye de faire son maximum pour que vous soyez satisfait de votre expérience de vente. En fait, pourquoi vous venez faire chier? Pourquoi vous cherchez la merde? Et dans ces gens-là, je mets les gens qui mettent des avis sur Google négatifs. Je sais pas si en vente, on vous a déjà demandé de faire ça, mais nous, on nous demande, on a des objectifs sur les avis Google, de réussir à en avoir, d'avoir 5 étoiles. Je vous le dis, c'est mission très compliquée. C'est très très dur de réussir à avoir des avis Google parce que les gens, c'est pas quelque chose qu'ils font naturellement et pourtant on est tous très naturels à aller voir les avis des autres. Mais en maths, c'est plus compliqué. Et quand vous vous cassez la tête à faire 20 avis Google 5 étoiles et que là vous avez un mec ou une meuf qui met un avis 1 étoile et qui te sac, mais comme si t'étais la plus sombre des merdes ou que tu lui avais servi ses produits mais comme si tu lui avais balancé à la tronche ou que t'avais craché dessus. Je suis désolée mais c'est inadmissible, je trouve ça écœurant. Je ne comprends pas pourquoi vous appelez pas la boutique pour essayer de résoudre le problème, de trouver l'erreur ou de trouver une solution ou de vous déplacer. Ça ne vous coûte rien. Moi, il y a plein de fois, j'ai des clients qui sont venus directement m'expliquer, voilà, j'ai pas aimé ci, ou quand vous m'avez servi, ça s'est pas très bien passé, ou voilà, je voulais juste vous prévenir. Moi, je suis désolée, mais j'accepte 4 fois plus une réflexion qui est faite en face de moi, qui est surtout constructive, parce que c'est ça la problématique des avis Google, c'est qu'aujourd'hui, vous déchargez votre haine parce que vous avez cette liberté d'expression, en plus sans forcément de donner votre identité, et des fois, vous avez même pas acheté un produit dans cette boutique-là, que vous vous déferlez de votre haine,
parce que je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, allez consulter un psy, parlez à votre famille, mais faites autre chose de votre vie que faire chier celle des autres en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué pour une boutique de garder des bons avis Google. Après, je suis d'accord, il y a des avis qui peuvent être négatifs, hyper constructifs, parce que la vie de chacun est propre, que tu peux pas forcément aimer tout ce qui est servi dans les boutiques, que ce soit en termes alimentaires, en termes d'expérience ou autre. Enfin, je parle aussi beaucoup pour les restaurants, mais derrière, vous avez quand même des gens qui font des métiers artisanaux qui sont compliqués. Je parle aussi pour, par exemple, mon papa et ma maman qui sont coiffeurs, qui se cassent la tête à satisfaire leur clientèle toute la journée, qui viennent avec des photos, par exemple, qui ont les Kardashians, qui portent toutes des perruques qui vaut au moins 3 000 $. En fait, arrêtez d'avoir des attentes qui sont aussi élevées, des fois sur des choses où en fait, on ne peut pas calculer ça, on peut pas faire ça, enfin quel que soit le domaine. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec les gens, appelez-les, et même une fois que vous avez mis votre avis Google et que la personne vous a contacté, essayez de trouver une solution. Moi je sais que dans la boîte où je suis actuellement, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un souci, on note, on transmet à la direction et nous on trouve une solution avec vous parce qu'on a des possibilités. Donc s'il vous plaît, soyez gentils. S'il vous plaît, faites un effort et faites attention à comment vous parlez aux gens. Parce que des fois, nous, en tant que vendeurs, il y a cette problématique-là aussi, c'est qu'on ne peut rien dire. On peut pas, on va dire, pester comme vous pestez sur les vendeurs. Et ayant le sang chaud, étant lion, ascendant, scorpion, signe lunaire, cancer, je peux vous assurer qu'il y a plus d'une fois, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un produit et de le foutre dans la tronche des clients parce que tu n'as pas à me parler comme ça. Tu n'as pas à me traiter de la sorte. C'est pas parce que je suis plus jeune, moins jeune, parce que j'ai un métier qui est soi-disant plus dégradant que le tien, que tu dois me traiter comme ça. Et même, ça me fait penser pour vous dire, j'ai une dame qui est rentrée un jour dans la boutique avec sa petite fille, qui était insolente, qui vraiment savait pas se tenir en vie publique, on va dire ça comme ça, où sa maman a clairement dit à sa gamine, ma chérie, si tu continues à te comporter comme ça, tu finiras comme la dame derrière son comptoir à servir. J'étais en mode, mais pardon. Je suis mais restée sur le cul. Il y avait plein de gens dans la boutique qui sont se retournés vers la dame en mode, mais vous avez pas honte en fait de parler comme ça? Enfin, pour qui tu te prends? Donc c'est là où je vous dis qu'il y a une cruauté humaine qui est tellement intense. Moi je suis désolée mais émotionnellement parlant, je peux pas supporter ça. Il y a des fois où les clients ils vont dur, je suis obligée d'aller en arrière et d'aller pleurer un coup et de revenir avec un grand sourire parce que c'est compliqué. Et encore une fois, on ne peut rien vous dire. On peut vous remettre un peu à votre place. Mais comme c'est pas notre société, c'est pas notre boîte, des fois on peut pas trop se permettre parce que on sait que ça va entacher l'image de la boutique, ça peut entacher l'image même de la franchise, du travail, de tout ça quoi. Donc faut juste bien se rendre compte que s'il vous plaît, soyez gentils, soyez indulgents. Vous pouvez ne pas être satisfait, mais c'est pas pour autant que vous pouvez en mettre plein la gueule à la personne en face de vous, surtout si cette personne a fait son maximum pour vous servir. Je veux bien reconnaître, il y a des vendeurs qui sont pas forcément très sympas. Moi, j'ai été la première à vivre des expériences en tant qu'acheteuse avec des vendeurs où limite on me prenait pour une conne, et je veux pas faire un amalgame, mais les vendeurs chez Zara, vous êtes souvent ciblés sur ce genre de choses. Je le vois tout le temps sur TikTok, il y a même des trends sur vous. Mais j'aimerais bien en fait connaître les conditions de travail qui fait qu'ils en finissent à avoir cet état d'esprit-là. Parce que c'est vraiment hardcore d'être aussi mean girl en tant que vendeur. Alors que mon gars, t'es pas chez Louis Vuitton, tu vends pas des fringues de luxe. Tu vends un blazer à genre 140 €, ça va quoi. Enfin, t'es dans du high level, mais t'es pas non plus genre au niveau, comme je disais, de Louis Vuitton, Dior, Chanel. Et même eux, des fois, ils se comportent même mieux que toi parce qu'ils savent que l'expérience client prime plus sur le produit. Parce que quand t'as passé un bon moment dans un endroit, même si t'as pas forcément apprécié ce que t'as mangé ou ce que t'as acheté, tout ça, en fait, tu vas y revenir parce que tu as passé un bon moment. Et c'est là où justement tu peux faire tes retours à la personne et lui expliquer, et elle va peut-être t'aider à trouver une solution. Et c'est ça qui est top, et c'est ça que je trouve, entre parenthèses, on va dire, magique dans la vente. C'est que des fois, tu peux avoir une mauvaise expérience et retourner et revivre une bonne expérience. Après, si tu vis mauvaise expérience sur mauvaise expérience dans la même boîte, là, je veux bien t'accorder, c'est qu'il y a un problème. Mais je pense foncièrement et sincèrement que c'est pas le cas partout, que d'autant plus les vendeurs aujourd'hui sont beaucoup des jeunes, on n'a pas le choix d'être là parce qu'il faut qu'on travaille, qu'on trouve pas forcément du travail dans notre domaine, donc on fait notre maximum, mais l'humain doit rester avant tout prioritaire dans cette histoire.
ça m'a fait du bien de lâcher toute cette haine. Oui, je suis désolée, mais bon. La Sacha Aigri est partie, on va pouvoir continuer avec les autres points négatifs. Le 8e point, j'ai noté que tu perds ta liberté en termes de style. Tu es obligé de porter des uniformes ou tu ne peux pas, par exemple, faire tes ongles comme tu l'entends. Ça, je l'ai beaucoup entendu dans des métiers de service comme dans des bars ou dans des restaurants. C'est hallucinant en fait. Enfin, et même moi, genre dans ma boîte, on a un certain uniforme à porter, on a des codes couleurs à respecter, ce qui est totalement logique. Hein. C'est la direction artistique de la société, il faut la respecter. C'est un univers que les patrons veulent mettre en place pour que le client puisse vivre son expérience. Et en soi, c'est super cool. Mais des fois, c'est tellement fade. Je sais pas comment expliquer autrement. Mais des fois, on s'ennuie, c'est pas fou. Je trouve que ça pourrait être un peu plus fun, un peu plus pop. Ou en fait, je crois la plus grosse problématique que t'as là-dedans, c'est que du coup, tu peux pas faire transparaître ta personnalité. Et des fois, ça pourrait aider pour vendre que tu sois un petit peu plus personnel dans ta façon de faire. Après, je sais qu'en vente, par exemple, en beauté, tu peux le faire. Par exemple, chez NYX, j'adore aller là-bas parce que t'as tout le temps genre des maquilleurs qui sont tous, des maquillages hyper différents. T'en as, vont être juste hyper glowy parce qu'elles font des skincare avec 15 000 étapes. Tu vas avoir une autre personne qui va être en mode clean girl, une autre qui va être en mode messy girl, une autre en mode maquillage de 2016. Et j'aime trop parce que justement, du coup, tu peux t'inspirer ou ça peut te donner envie de toi-même créer des choses derrière. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, mais t'as compris ce que je voulais dire. En gros, tu perds ta liberté de style et aussi un petit peu ta liberté de personnalité à travers ton maquillage, ta coiffure, tes vêtements, tes ongles et tout ça. Enfin, l'avant-dernier objectif que j'ai noté, c'est un global que j'ai regroupé dans pas mal de mes potes qui sont en vente, qui m'ont expliqué que en fait ils avaient beaucoup des objectifs qui étaient totalement délusoire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, t'as beaucoup de personnes de la direction en fait qui, je sais pas comment expliquer, mais qui font des pronostics de vente pour atteindre certains objectifs. En mode, ça c'est possible par rapport à l'année dernière et par rapport aussi à ce qui se passe dans l'environnement. Mais des fois, en fait, c'est vraiment plus parce qu'ils ont besoin d'argent qu'ils vont fixer ces objectifs-là que de faire des objectifs qui sont atteignables. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de vendeurs ont des primes sur objectifs et je trouve que c'est très compliqué de réussir à garder la motivation de ses collaborateurs quand en fait tu te rends compte que t'atteins pas les objectifs et que du coup les primes qu'ils sont censés avoir ils les ont jamais quoi. D'autant plus que on va parler du salaire mais c'est quelque chose de très compliqué et je trouve que c'est un des plus gros points négatifs aussi, mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. C'est les objectifs de vente qui vous sont des fois fixés, de savoir dire stop ou savoir dire non en disant attendez là dans la boutique on se rend bien compte que c'est pas possible ou voilà on n'a pas pu atteindre parce qu'il y a eu ci ou il y a eu ça. Des fois c'est pas par manque de volonté du vendeur. Quand un client rentre dans la boutique, généralement, il a, on va dire, 60% de chances que son choix est déjà fait. Donc, ça veut dire que vous avez que 40% de chances de réussir à soit augmenter son panier, soit lui faire changer d'avis et lui proposer quelque chose de totalement différent et qui, des fois, est un prix beaucoup plus élevé. D'autant plus qu'aujourd'hui, les clients savent très bien, ils sont pas bernés facilement, mais ils cherchent plus facilement un bon avantage et un bon conseil amené par un client qui, des fois, toi, tu vas perdre un peu d'argent, mais ils vont revenir parce que ils ont apprécié ton conseil, que ça correspondait totalement à leur demande, au lieu que toi, tu te fixes absolument de dire, tiens, faut que je vende la chose la plus chère, en fait. Ensuite, en 10e point, j'ai noté que, si tu y trouves pas un minimum de positif dans ce métier, tu vas vite broyer du noir, et c'est totalement vrai. Dans le sens où, par exemple, si tu cherches un job étudiant, un CDD, en soi, ça passe, mais si tu prends un CDI, il faut vraiment réfléchir au pourquoi du comment tu décides de faire ce taf-là, quels sont les objectifs derrière, de en fait poser peut-être tout sur le papier parce que je me rends compte que la vente en fait c'est pas fait pour tout le monde. Il y a plein de gens pour qui c'est un échappatoire dans le sens ça permet de faire une pause pour ensuite se recentrer sur ce qu'ils ont envie de faire réellement. D'autres c'est un métier de passion parce que ils avaient vraiment envie de faire ça ou ça correspond totalement à leurs attentes, mais vraiment posez-vous les bonnes questions parce que sinon ça va être un enfer honnêtement. En dernier point que je voulais noter, mais je sais qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans l'épisode, c'était le salaire. Moi, j'ai cette chance d'avoir un salaire quand même assez bien, on va dire, pour le taf que je fais et surtout pour les avantages que j'ai à côté. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent dans la vente, dans des supermarchés, dans des grands magasins ou même dans des petites boutiques indépendantes qui ont des salaires qui sont vraiment pas du tout élevés vu le boulot qui est fait. Et franchement, moi, j'ai trop du mal à comprendre comment ça se fait, d'autant plus que on est face justement à des humains qui sont des fois très durs avec nous-mêmes. Et je trouve que le salaire, il est pas évalué de la bonne manière
faire, dans le sens où vraiment des fois en fait le chiffre d'affaires il repose sur tes épaules et si tu le fais pas, d'accord, c'est problématique, mais si tu fais un super bon chiffre, c'est que t'es un super bon vendeur. Et je trouve que des fois ton salaire il est pas du tout équivalent à l'investissement que tu te donnes dans la boutique, d'autant plus toutes les missions que t'as à côté, parce que t'es vendeur mais t'es aussi du coup réapprovisionneur, t'es des fois manager, même si t'as pas de manager dans ta boîte. Tu peux aussi être femme de ménage, comptable, enfin tu peux faire plein de choses en même temps. Même des fois t'es psy avec tes clients parce qu'ils viennent te voir, ils viennent te parler. Et je trouve que du coup la valorisation salariale des vendeurs est moindre. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde dit que c'est un métier accessible, c'est que d'une certaine manière tout le monde peut le faire à un prix assez bas. Et j'aimerais vraiment qu'un jour on redonne un petit peu une image plus belle et peut-être plus intelligente aux vendeurs qui le méritent vraiment, parce que aujourd'hui je trouve que les conditions de travail sont pas top pour ce métier-là. Malgré tous les aspects que j'ai pu vous citer, qu'ils soient positifs ou négatifs, la chose la plus importante que ce job m'a apporté aujourd'hui, c'est de me permettre de me recentrer quand même un peu sur ma santé mentale, mais aussi physique. Parce que quand je suis arrivée dans ce nouveau taf, j'étais complètement à bout, j'avais plus du tout confiance en moi ni en mes capacités. Donc c'est sûr, moi je vous le dis, c'est pas le métier de mes rêves, mais ça me permet quand même de me recentrer, de voir aussi quelque chose de différent et de me dire ça pourquoi pas développer cet aspect-là, ça c'est pas trop mon fort, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire plus tard, de vraiment en fait réussir à évoluer, parce que à l'heure actuelle moi ça reste quand même pas mal dans le flou. C'est pour ça que aussi, vu tout ce que j'ai vécu avant, je suis dégoûtée du monde du travail, mais bref, c'est pas le sujet du jour, mais je pense que ça vaudrait le coup de faire un épisode là-dessus plus tard. Et en dernier point, j'avais envie un petit peu de vous montrer ce que j'estime vachement dans ce taf et ce que ça m'a apporté depuis plus de 9 mois maintenant, qui sont quand même des révélations que j'ai pu avoir que je n'avais pas forcément avant parce que je travaillais pas là-dedans. Je trouve que ça reste quand même assez intéressant, du coup je l'ai noté en 4 points que j'ai plus ou moins déjà évoqués tout au long de l'épisode. Mais la première chose, c'est que pour moi c'est un boulot que tout le monde peut faire, mais pas sur le long terme, mis à part si c'est vraiment ce que tu veux faire et que c'est un domaine qui te plaît vraiment. Parce que des fois en fait on reste dans la vente parce que on adore les produits qu'on vend, on aime l'équipe dans laquelle on est, et ça aussi c'est des aspects qui sont très très cool, qu'on peut garder et qu'il faut mettre en avant. En deuxième point, j'avais noté, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je pensais pas que ça serait aussi physique, honnêtement, que on serait amené à faire autant de choses en même temps, apporter beaucoup de choses, et des fois, la santé, elle peut pas suivre, et ça peut être compliqué, mais pas impossible. En troisième point, j'ai noté qu'il faut avoir le mental vraiment solide, surtout face à la clientèle qui n'a aucun scrupule pour toi et le fait que tu sois un humain. Donc vraiment sur ça, justement, si psychologiquement t'as un peu de mal avec ça, je suis pas sûre que ça soit le meilleur des métiers. Mais d'un autre côté, si t'as envie d'évoluer, d'avancer ou peut-être te confronter à ça, c'est peut-être le métier aussi où il faut aller. Moi, c'est vrai que j'avais un peu de mal des fois sur certaines critiques, mais ça m'a appris à relativiser, me dire Sacha, c'est pas personnel. C'est juste eux qui sont pas contents, ils sont pas heureux dans leur truc, donc ça te retombe sur la tronche. C'est pas grave. En soi, ça change pas grand-chose dans le sens où, dans tous les cas, on sera toujours critiqué ou toujours lynché sur des choses que c'est pas nous qui ont faites, mais d'autres, mais qui préfèrent les reprocher à nous qu'à eux-mêmes. Et enfin, du coup, le dernier point, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je trouve que le salaire dans ce domaine est totalement à revoir, car franchement je trouve que c'est limite, et surtout sur les primes. Il y a vraiment un gros problème, même sur la valorisation de l'augmentation, sur les nouvelles prises en charge de responsabilité, ou même l'évolution de poste, où des fois en fait on te dit que tu as une évolution, mais c'est que un titre, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de salaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir, et j'espère qu'un jour ça sera le sujet pour réussir à valoriser et à redonner une image correcte sur ces métiers-là, et aussi que les employeurs se rendent compte des fois de la chance des collaborateurs qu'ils peuvent avoir dans leur société, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, je pense que tu t'en doutes, mais on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu toi aussi te demander ce que tu en penses du job de conseiller de vente. Si tu travailles dans ce domaine ou que tu l'as déjà fait par le passé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait ce job, je vous invite à partager vos expériences que vous avez pu vivre, que ça soit positif ou négatif, ou même donner vos appréciations sur ce que vous pensez du métier de vendeur. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous à parler de ce sujet-là qui est quand même assez intéressant et qui j'espère a pu mettre en lumière, aider, rassurer ou senti d'être pas seul dans ce travail pour certaines personnes qui écoutent. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un bon réveil, une belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit, car c'est vous qui décidez à l'heure à laquelle vous m'écoutez.
Bisous, à la semaine prochaine.